Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, vous en doutez, avec une semaine très mouvementée. Dans un premier temps, on va directement regarder une partie analyse technique donc sur les marchés et on fera évidemment le lien avec les annonces de hier soir qui ont été très importantes. Et ensuite, on parlera de plein d'actualités qui vont être super intéressantes à exploiter, à creuser, etc., à décortiquer pour comprendre un petit peu tout ça. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la description, et c'est parti, on va pouvoir commencer. Une journée plutôt intéressante, une journée verte et une deuxième partie de la semaine qui s'annonce probablement verte avec un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 17 000 $, Ethereum qui s'approche des 1300 $ et globalement une bonne performance de l'ensemble du marché crypto. Mais pas seulement puisque en effet c'est tous les marchés financiers qui se portent bien depuis hier soir. On pourrait regarder le S&P 500, on pourrait regarder Nasdaq, on pourrait aussi regarder le gold. Tout ça se porte bien. Pour une seule et bonne raison, le dollar chute. Et on verra tout à l'heure que c'est les annonces de hier soir qui font que le dollar chute. Pour le moment, on va se concentrer un petit peu plus sur la crypto et comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Un beau mouvement haussier, une belle impulsion haussière s'est mise en place sur Bitcoin depuis maintenant quelques heures, voire quelques jours. On a très bien cassé cette droite de tendance et on s'apprête, ou en tout cas on se dirige vers notre bas de range daily en direction des 18 500 $. Malheureusement, je ne pense pas qu'on atteindra cette zone puisque pour moi on a vraiment ici notre zone de rechargement pour short pour nous ramener ensuite vers les 16 000 $. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie, d'accord. Je pensais que Bitcoin allait s'arrêter ici, ok, aux alentours des 17 000 $. C'était le scénario que je vous avais exprimé et identifié en début de semaine. Mais au vu des annonces d'hier, pour moi, on va prolonger un petit peu cette tendance haussière pour venir chercher plus haut. Maintenant, attention, ok, il va falloir surveiller tout au long du mois de décembre comment va se comporter la Fed et quelles vont être les mesures mises en place, puisque si vraiment on a un pivot de la Fed, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien on pourrait assister à des très belles performances des différents marchés et donc de Bitcoin. Du côté d'Ethereum, on est sensiblement dans une situation similaire depuis un petit moment désormais. La situation n'a pas forcément tellement changé, d'accord. Moi, je continue de prendre des positions à court terme dessus, pas mal de scalping. Maintenant, sur du daily, pour moi, la situation est la même. C'est que certes, on a reclaim cette résistance, mais il va falloir repasser au-dessus de ces différents niveaux pour espérer quelque chose d'haussier. Là, le scénario que du coup j'identifie pour le moment sur Ethereum, eh bien c'est un retour en direction des 1375 $. On voit qu'on a un beau plat SSB qui jaune qui fera probablement office de résistance et qui nous ramènera par la suite en direction des 1000 $. Donc là, vous avez mes deux scénarios sur Bitcoin et Ethereum. Évidemment, les scénarios qu'on va identifier par la suite sur les alts vont découler en fait de ces deux scénarios sur Bitcoin et Ethereum. Maintenant, on y pense bien, on ne reste pas borné. Si on voit que le marché change et que nos scénarios sont annulés, toujours important d'avoir des zones d'invalidation, alors on rentrera dans une nouvelle analyse et dans des nouveaux scénarios pour mettre en place de nouvelles configurations. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire déjà sur le marché. En tout cas, continuez d'être extrêmement prudent, d'accord. On est sur un marché qui est vraiment pas facile à trader. Essayez de réduire votre temps d'exposition sur vos prises de position et de vous concentrer sur des prises de position à court terme. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. L'annonce de hier soir de Jérôme Powell sur en fait un petit peu le comportement que va adopter la Fed à partir de cette fin d'année. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'hier après-midi, on a eu des bons résultats du côté américain avec un PIB trimestriel du troisième trimestre qui a été au-delà des prévisions attendues. Donc ça, c'est déjà un bon point. Mais c'est représentatif de toute autre chose. C'est représentatif de la réussite, ou en tout cas d'un début, d'un semblant de réussite des mesures de la Fed qui sont mises en place depuis un certain moment, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt directeurs pour contrer l'inflation. Pour le moment, cela semble porter ses fruits. Alors c'est encore insuffisant, c'est encore trop léger pour arrêter ces mesures-là, mais Powell, le président de la Fed, a annoncé qu'il était peut-être temps de ralentir un petit peu cette hausse des taux d'intérêt directeurs, puisqu'on commençait à voir certains points positifs, certaines améliorations de la situation globale, économique, monétaire et financière. Sauf que
Ça, c'est une très très bonne nouvelle, puisque qui dit ralentissement des taux d'intérêt directeurs, dit du coup un dollar qui baisse. Je vous l'ai présenté début de semaine, je vous en avais parlé dans la vidéo où justement on voyait un petit peu les corrélations entre les différents marchés financiers, vidéo que je vous avais fait volontairement juste avant les annonces. Et du coup, cette baisse du dollar, qui arrive d'ailleurs sur un support qui ne demande qu'à être cassé pour venir chercher plus bas, eh bien ce dollar en descendant, il va permettre aux autres marchés financiers, comme je vous disais tout à l'heure, S&P 500, Nasdaq ou encore le gold, d'aller vers le haut. Ça va permettre aussi aux autres devises, comme l'euro, le yen ou la livre sterling, de reprendre de la valeur. Et tout ça, évidemment, c'est bon pour Bitcoin, puisque Bitcoin, on le sait, est corrélé aux marchés financiers traditionnels et notamment à S&P 500. Alors pour le moment, c'est vrai que ça ne se ressent pas tellement, d'accord, malgré les très très bonnes performances de S&P 500 depuis hier, Bitcoin n'a pas réussi à faire les mêmes. Mais ça devrait, c'est ce qui devrait se passer à l'avenir si cette tendance haussière continue. Alors maintenant, attention, ok, la Fed ne va pas arrêter la hausse des taux directeurs. C'est-à-dire qu'elle va ralentir. Donc au lieu d'avoir 0,75 points de hausse, on aura seulement 0,5 points de hausse normalement lors de la réunion du mois de décembre. Ça devrait avoir un effet bénéfique pour moi sur les marchés. Donc c'est pour ça qu'on pourrait potentiellement voir un mois de décembre plutôt haussier sur les marchés et sur le marché de la crypto-monnaie. Maintenant, il ne faut pas oublier la tendance de fond qui est baissière, les objectifs baissiers qui se situent en direction des 14 000 $ et le fait qu'on n'ait pas encore forcément terminé cette correction et qu'on n'ait pas encore forcément trouvé le bottom. Donc un petit peu d'espoir pour le mois de décembre. Maintenant, il ne va pas falloir trop s'emballer parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. On l'évoquera un petit peu plus tard. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire déjà de ce point de vue-là. En parlant justement de bear market, on arrive probablement dans la dernière phase de ce bear market. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les mineurs sont en train de capituler. Un hash rate qui est en train de baisser, qui a perdu 13% de sa valeur sur le mois de novembre. Il faut comprendre que lors des bear markets, les mineurs sont les derniers à capituler. C'est-à-dire que ce sont les dernières personnes à abandonner, à revendre en fait leurs réserves, à revendre leurs récompenses. Lorsque ça arrive, généralement, on approche du bottom, on approche de la capitulation et du coup, potentiellement d'un marché qui va se relancer dans les mois qui suivent. Ça a été le cas, par exemple, vous voyez le dernier gros crash du hash rate, donc en juillet 2021, où le hash rate a perdu 52% de sa valeur. Quelques semaines après, on a assisté à un nouveau bull run, enfin une reprise du bull run avec un Bitcoin qui est reparti en direction de son ATH. D'accord? Ça a été le cas les fois précédentes. À chaque fois qu'on a eu des gros creux au niveau du hash rate, on a eu un marché qui s'est relancé par la suite puisque ça a annoncé la capitulation des mineurs. Donc ça, c'était un point très très important que je voulais vous signifier. Et puis de toute façon, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur le marché, on approche de niveaux importants. On a été sur des niveaux importants, sur le niveau 0,5 de Fibonacci en weekly, sur lequel pour le moment on réagit bien. Donc voilà, il y a un petit peu d'espoir qui commence à apparaître. Je pense qu'il est encore trop tôt pour parler de reprise du bull run, parce que pour moi, on devrait avoir, une fois la capitalisation effectuée, un marché qui se stabilisera, probablement au-dessus des 20 000 $ pendant l'espace, voilà, probablement d'un an, en attendant le halving d'avril 2024, où là, du coup, on pourra assister à un Bitcoin qui sera beaucoup plus performant et qui pourra venir chercher bien plus haut, en fonction évidemment du contexte macroéconomique, géopolitique qui aura autour de lui, comme d'habitude. Voilà un petit peu pour cette première partie. On va passer désormais sur des actualités très intéressantes et on va déjà parler d'FTX, d'accord? Je sais, vous avez peut-être pas envie d'en entendre parler, mais vous le savez, hier, SBF, donc l'ancien CEO de FTX, a été invité au sommet du New York Times. Donc il a évoqué plein de sujets. Maintenant, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il a été plutôt acclamé, applaudi et que les gens ont été relativement conciliants avec lui. Donc visiblement, voilà, je pense qu'il n'ira jamais en prison. Alors, il a annoncé quelques petites choses importantes. Je vais vous faire un petit débrief de tout ce qui a été dit. Déjà, je le cite, il a dit « En fin de compte, j'étais le CEO de FTX. J'avais un devoir envers toutes nos parties prenantes, envers nos clients. Je dois les accompagner pour m'assurer que les bonnes choses arrivent à l'entreprise. Clairement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. » Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'il assume le fait qu'il y ait eu beaucoup d'erreurs. Et il semble vouloir dire qu'il a la volonté de réparer ces erreurs. Ensuite, sur la plateforme FTX US, il dit « Je crois que les retraits pourraient être ouverts aujourd'hui. » Ça n'a pas été le cas pour le moment, d'accord? Et concernant une autre question sur le mélange des fonds de FTX avec les fonds utilisateurs, il a dit « Je n'ai pas sciemment mélangé les fonds, je n'essayais pas de mélanger des fonds. » Donc, pour moi, ça c'est faux, ok? Pour moi, il a volontairement magouillé et volontairement fait ces erreurs-là, mais bon, on lui laisse le bénéfice du doute.
Il a ajouté qu'il ne dirigeait pas Alameda. Je ne savais pas exactement ce qui se passait, je ne connaissais pas la taille de leur position, beaucoup de choses que j'ai apprises au cours du dernier mois. Ça, c'est pareil, pour moi, c'est du bullshit. Je n'arrive pas à croire que lors de leur étroite collaboration, ils n'ont pas évoqué les différentes prises de position que ces deux entreprises, ces deux filiales avaient. Donc ça, pour moi, c'est du bullshit aussi. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir quand le mélange d'actifs a-t-il commencé, il a répondu « Ils n'ont pas ». 3 petits points. Beaucoup de traders avaient des positions de marge ouvertes sur FTX où ils auraient emprunté des actifs, où ils auraient short un actif comme d'autres actifs en garantie. Donc là, même chose, on continue pour moi sur du bullshit, on continue sur de la dissimulation d'informations et on est clairement loin de la vérité. Lorsqu'on lui demande quand est-ce que SBF a compris qu'il y avait un problème, SBF a répondu le 6 novembre. Il a dit « Cela a commencé, je dirais, le 2 novembre environ, quand le bilan d'Alameda a été divulgué à Coindesk. » Donc, ça veut dire que depuis des mois, en fait, il n'avait pas du tout conscience que c'était le bordel. Ça, même chose, personnellement, je n'y crois pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, pas vrai, etc. Ensuite, à la question de savoir si SBF était impliqué dans la prise de décision d'Alameda, alors qu'il avait prétendu le contraire, il a répondu « J'étais quelque peu impliqué dans l'investissement en capital risque et cela a été fait par une entité distincte d'Alameda. » Donc là, vous voyez que tout à l'heure, juste avant, il dit qu'il n'avait pas connaissance des parts et des prises de position d'Alameda, mais là il dit qu'il était impliqué dans des prises de décision. Donc déjà, là, pour moi, c'est pas cohérent et ça montre bien qu'il était directement impliqué et il avait directement connaissance de ce qui se passait chez Alameda. Ensuite, il a dit « J'ai le devoir de parler aux gens, j'ai le devoir d'expliquer ce qui s'est passé. C'est comme si j'avais eu un mauvais mois. » Donc le mec n'a pas du tout conscience de ce qui s'est passé. Le mec, j'ai l'impression, est déconnecté en fait de l'ampleur de la chute de FTX. Je pense que voilà, il n'a pas encore réalisé ce qui s'était passé pour dire que c'est un mauvais mois. Enfin voilà, pour moi le mec n'a pas du tout les pieds sur terre. Alors je sais pas s'il est encore sous état de choc ou quoi, mais il y a un problème. Ensuite, à la question de savoir d'où provenait l'argent des dons et le lobbying de SBF à Washington, SBF a répondu que l'argent provenait de bénéfices commerciaux. Il n'empêche que, même si cet argent provenait de bénéfices commerciaux, SBF et FTX ont quand même financé et donné beaucoup d'argent à nombreux membres du gouvernement et de la SEC aux États-Unis. Concernant la maison de vacances dont ses parents ont effectivement bénéficié, SBF a répondu qu'il ne connaissait pas les détails concernant la maison de ses parents. Donc là, vous voyez, le mec est dans le déni, il nie tout, il n'a connaissance de rien et rien n'est de sa faute. Il a dit et répété « j'étais CEO, et je le dis encore ». Et cela, encore et encore, que cela signifie que j'avais une responsabilité. SBF précise qu'il ne connaît pas son avenir à court-moyen terme. Il dit, je cite, « Je veux être utile partout où je peux pour les régulateurs, pour les administrateurs et les clients. » À la réponse de savoir s'il a été honnête aujourd'hui, il a répondu oui, mais personnellement, je n'y crois pas. Quand on lui demande s'il a déjà menti auparavant, il répond « Je ne connais pas les moments où j'ai menti, je pense qu'il y a certainement des moments où j'agissais en tant que représentant, en tant que marché pour FTX. » Voilà un petit peu les déclarations qui ont été faites de SBF, hier. Pour moi, énormément de mensonges, énormément de contradictions. Et voilà, pour moi, on est encore très très loin de la vérité et les choses ne sont, selon moi, pas prêtes de s'améliorer. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, on est très très loin de la vérité, encore une fois. On va continuer désormais du côté européen avec l'Italie qui va durcir sa fiscalité à partir de 2023. Une fiscalité qui s'élèvera, il me semble, à 26% d'imposition sur les plus-values en crypto. Voilà, une taxe de 26% exactement. Mais cela ne sera effectif que pour les bénéfices supérieurs à 2000 €. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si sur l'année passée, vous avez récupéré des plus-values inférieures à 2000 €, vous n'aurez pas cette taxe de 26%. Alors, je ne sais pas du tout s'il n'y aura pas de taxe du tout ou si vous n'aurez pas besoin de déclarer. Pour ceux qui sont sous le régime italien, je vous laisserai regarder. Mais ça montre quand même, voilà, d'une régulation, d'un endurcissement un petit peu en Europe de la fiscalité autour des crypto-monnaie. Une meilleure nouvelle, c'est Telegram qui prévoit de mettre en place un DEX et un wallet décentralisé. Alors vous le savez, Telegram avait déjà la volonté de mettre en place leur token. Ils ont vraiment envie de construire, selon moi, tout un écosystème autour des crypto-monnaies et du Web3. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut savoir que Telegram, c'est quand même un écosystème important avec énormément d'utilisateurs. Donc là encore, ça va permettre une démocratisation et une adoption à grande échelle des cryptos. On termine avec une dernière news, et pas des moindres. Hier soir, il n'y avait pas seulement SBF qui parlait au sommet de New York Times, il y avait aussi le CEO de BlackRock qui s'est dit confiant dans les cryptos malgré le scandale de FTX. Il a également souligné que SBF avait fait des écarts de conduite et trompé les investisseurs. Il faut savoir que BlackRock a aujourd'hui investi 24 millions sur FTX, l'équivalent d'une petite pièce de 2 centimes pour eux, mais c'est quand même pour dire l'ampleur qu'avait pris FTX et le nombre d'investisseurs qu'ils avaient.
Voilà les amis, on arrive presque au terme de cette vidéo. J'ai quelques petites infos encore à vous dire. Il y a un challenge en ce moment sur le serveur Discord, un challenge de trading. Donc je vous invite à aller participer. C'est totalement gratuit. Mais par contre, vous pouvez gagner des récompenses très très sympas. Ça va vous permettre de progresser, d'apporter de l'aide aussi dans le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Et d'ailleurs, en parlant du Discord, tout le mois de décembre, il y a une grosse réduction sur les abonnements Gold. Donc l'abonnement Gold, en gros, c'est ce qui vous permet d'avoir accès à 100% en intégralité du Discord. La crypto, la bourse, le forex, les NFT, tout. Vous avez accès à 100%. Il y a une réduction, donc moins 30% sur le prix de l'abonnement pendant tout le mois de décembre. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 35 € par mois, eh bien vous paierez 24,50 € par mois. Et ça, toute votre vie. C'est-à-dire que c'est pas juste le premier mois qui est à moins 30%. C'est si vous rejoignez pendant le mois de décembre, eh bien vous avez moins 30% sur votre abonnement pendant tout le long dont vous voulez le garder. Donc voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir, à rejoindre le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de CryptoLearning.